Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux pour cette conférence qui va vous intéresser beaucoup. C'est un sujet très actuel. Et notre ami Serge Abad-Galardo l'a vécu dans ses tripes de l'intérieur et maintenant de l'extérieur. Et donc il nous expliquera effectivement ce qu'est la franc-maçonnerie et ses implications dans notre vie direct, indirect, politique, etc. Donc, Serge Abad-Galardo est un ancien haut fonctionnaire territorial qui a passé plus de 20 ans au sein des loges maçonniques et donc il connaît très bien de l'intérieur ces loges. Donc ces loges maçonniques du droit humain, d'une obédience mixte et internationale. Il a occupé la plupart des postes d'officier de loge, y compris donc celui de vénérable maître revenu à la foi chrétienne il y a une grosse dizaine d'années, 2012. Il témoigne de sa connaissance de ce monde de la franc-maçonnerie dans de nombreuses conférences. Donc on l'accueille ce soir avec grand plaisir. Donc c'est l'Auberge Espagnole associée à l'Institut éthique et politique qui vous accueille. Et donc si vous êtes venu ce soir, c'est que vous avez été prévenu, peut-être indirectement. Si vous souhaitez recevoir les annonces des prochains événements, n'hésitez pas à donner vos coordonnées. La prochaine, c'est donc le 2 avril avec Anne-Dauphine Julien dans l'église au-dessus. Et puis également le 25 avril, témoignage sur le syndrome post-avortement. Et puis vous dire aussi que, vous voyez, je filme systématiquement les conférences que nous faisons si la personne que nous invitons en est d'accord. Et donc vous pourrez retrouver sur une chaîne YouTube pour le bien commun 364 les enregistrements. Laissez-moi le temps de les monter, mais vous avez déjà plusieurs qui sont disponibles, notamment celle de Stanislas Berton que beaucoup d'entre vous ont peut-être sont venus écouter. Voilà, je passe tout de suite la parole à notre ami Serge Abad-Galardo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être venu vous informer, j'allais dire m'écouter, mais ça n'est pas très important. Vous informer sur ce qu'est la franc-maçonnerie et surtout sur son action dans le monde de la politique. Je remercie les organisateurs qui m'ont invité et j'en profite pour dire qu'ils me reçoivent vraiment très bien. Donc, franchement, je garderai un très bon souvenir de cette soirée et de leur accueil. Juste avant de commencer, je voudrais rendre hommage à une dame sans qui cette conférence n'aurait pas lieu et surtout sans laquelle je serais encore dans les ténèbres des loges maçonniques. Il n'y a rien d'obligatoire à ce que vous vous joigniez à moi, mais pour ceux qui le souhaitent, c'est selon votre bon vouloir. Au nom du Père, du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sans Marie, je ne serais pas là. En fait, Marie ne cesse de me faire des petits clins d'œil d'amour filial, bien entendu. En arrivant ici, je vois deux jeunes filles devant la paroisse qui priaient le chapelet. Et comme je suis, comme je dois tout à Marie, parce que c'est elle qui m'a ramené à Dieu, eh bien, j'ai pris le chapelet que j'ai autour du cou et je suis allé prier avec elle. C'était une grande émotion parce que Marie a obtenu de Dieu qu'il me donne le don des larmes. Donc j'arrêterai d'en parler parce qu'après je vais me mettre à pleurer et c'est très compliqué de faire une conférence en sanglotant. Alors le don des larmes, ce n'est pas des pleurs, hein, ce n'est pas des pleurs du tout. Ce sont des larmes qui coulent et on ne s'explique pas pourquoi. Je pense que c'est... Merci beaucoup, madame. Je pense que c'est destiné à évacuer tous les péchés que j'ai pu commettre dans ma vie. Même si Dieu me les a pardonnés, eh bien, on reste comme un pécheur devant Dieu. Quand on regarde, par exemple,
la nuit, les étoiles dans l'infini, eh bien ça fait penser à Dieu et ça fait penser à sa toute-puissance et on se sent vraiment tout petit. Donc voilà, effectivement, j'ai passé 24 ans au sein de la franc-maçonnerie. J'ai eu pratiquement tous les grades, enfin pardon, oui, tous les grades, ce qu'on appelle les loges bleues, apprenti, compagnon, maître. Et ensuite, il y a les hauts grades. J'ai été coopté dans les hauts grades parce que on ne rentre pas dans les hauts grades en faisant la demande. Au contraire, quand on demande d'aller dans les hauts grades, c'est un motif de rejet. Et on est appelé, coopté, si on est jugé digne par ceux qui vous observent depuis que vous êtes apprenti, et même peut-être parfois bien avant. J'ai quitté la franc-maçonnerie à peu près à mi-chemin des hauts grades, tout simplement parce que j'ai retrouvé la foi. Cette fois, je l'ai retrouvée à Lourdes. Il y a une grande similitude de parcours entre l'expérience qu'a pu vivre Maurice Caillé, qui était devenu un ami à la suite de mes publications, je l'ai rencontré, et ce que j'ai vécu à Lourdes, la différence étant que, comment dire, je vais être, pardonnez-moi, un petit peu trivial, mais lui, ça a été très spirituel, et moi, Marie m'a mis un coup de pied aux fesses, dont je ne me suis toujours pas remis, et à la suite de quoi j'ai fait une retraite dans une abbaye, l'abbaye de la Grâce, et là je peux dire que j'ai cru. Du coup, c'est une expérience tellement troublante, tellement profonde. J'ai compris ce que disait Thérèse de Lisieux quand elle parlait du cœur qui se dilate. On a l'impression qu'on va exploser, ce qui me fait dire souvent qu'à l'initiation, on vous fait voir la lumière maçonnique, c'est-à-dire la lumière de la sagesse, la lumière de la connaissance avec un C majuscule. Vous savez, cette fameuse connaissance que le serpent promettait à Adam et Ève. Eh bien, cette lumière qui vous éblouit pourtant, parce que passer une demi-heure dans l'obscurité et tout à coup une lumière dans le delta lumineux, c'est-à-dire le triangle avec l'œil au milieu, eh bien, je peux vous dire que ça éblouit. Eh bien, c'est une petite ampoule par rapport à l'explosion nucléaire de l'amour de Dieu et de l'amour de Jésus. Et de la tendresse de Marie, bien entendu. Et donc, à partir de cette expérience, je me suis dit d'abord que j'allais parler à mes frères et sœurs en loge. J'en ai parlé à un prêtre que je voyais lorsque j'ai décidé de quitter la franc-maçonnerie, qui m'a dit gentiment, avec un sourire, « Essayez toujours ». Et ça n'a pas marché. Ils sont restés en loge, et moi j'en suis parti, fort heureusement, pour mon âme. J'ai donc décidé d'écrire. J'ai décidé d'écrire parce que lorsqu'on rentre en franc-maçonnerie, on signe un chèque en blanc et on ne sait pas trop où on va, et la plupart du temps, on va là où on ne s'attendait pas. J'ai commencé par un premier livre, qui est « J'ai frappé à la porte du temple », qui est un livre très, très souple, très tranquille, où je décris... Alors, dans ce livre-là, je décris exactement les trois cérémonies d'initiation, d'accès au grade de compagnon, au grade de maître. Et je l'ai décrit d'une manière assez particulière. Je crois que c'est le seul livre qui procède de cette manière-là. Je le décris vu de l'intérieur, parce qu'en fait, la franc-maçonnerie travaille sur l'imaginaire. Ça ne sert à rien de lire un livre sur ce qui se déroule dans l'initiation, parce que ça n'a aucun intérêt. Ce qui se passe à l'intérieur d'une personne fait partie du secret maçonnique, et c'est ce que j'ai voulu livrer. Il faut savoir qu'en franc-maçonnerie, on est en plein subjectivisme. Ensuite, j'ai écrit « Je servais Lucifer sans le savoir », parce que, en allant dans les hauts grades, il s'est confirmé en moi que eh bien, la franc-maçonnerie est luciférienne. Par certains aspects, elle est même satanique. Alors je précise tout de suite qu'il n'y a pas d'orgie, il n'y a pas de meurtre d'enfants, ni de viol de jeunes filles en franc-maçonnerie. En tout cas, moi, je n'en ai jamais vu. Et la méthodologie que j'emploie, c'est de témoigner de ce que j'ai vu, connu, compris en franc-maçonnerie. Et comme je me méfie de mes éventuelles erreurs, et comment dire, peut-être d'un parti pris, hein, eh bien je confirme tout ce que j'écris et tout ce que je dis par des citations maçonniques, soit tirées de la doctrine maçonnique rédigée par les auteurs les plus prestigieux de la franc-maçonnerie, soit par des extraits de rituels. Donc,
c'est quand même une preuve, je l'espère, de sérieux et d'authenticité. J'ai ensuite écrit un livre qui s'appelle Fin de vie, les manœuvres maçonniques pour le droit à mourir. Alors c'est un livre qui est paru, je crois, en 2016 ou 2018. Vous voyez qu'on y est toujours. Pour la petite histoire, le premier projet de loi pour légaliser l'euthanasie est intervenu en 1978 et aujourd'hui, notre président s'apprête, et vous pouvez me croire, nous aurons cette loi, à légaliser ce petit euphémisme qui est l'aide à mourir. En fait, c'est une euthanasie, c'est un assassinat. Peu importe que ce soit demandé par la personne ou pas. En fait, après, il y a des dérives. Ce n'est pas le sujet de ce soir, mais il y a des dérives extrêmement importantes qui font que la personne peut être amenée à demander à recevoir la piqûre létale. Ces 3 premiers livres que je viens de vous citer, vous pourrez les trouver, alors d'autant plus que vous êtes sur Paris pour la plupart. J'ai vu un monsieur qui m'a dit qu'il a fait plus de 100 km pour venir, donc je l'en remercie. Et en même temps, il me flatte un petit peu. J'espère que mon orgueil ne grandira pas trop. J'irai le confesser. Et donc, ces livres, vous les trouverez à Paris, soit à la Procure, soit à la librairie Teki, rue Monsieur, je crois que c'est dans le 6e. Et puis ensuite, j'ai changé d'éditeur et j'ai écrit, en 2019, je crois, Secret maçonnique ou vérité catholique. Alors évidemment, comme ce titre le dit, je parle des différents aspects du secret maçonnique, parce que les francs-maçons vous diront, en tout cas, les dignitaires, quand ils sont interviewés, mais il n'y a pas de secret. En fait, le secret, c'est ce qu'on vit, qu'on ne peut pas transmettre. Bon, moi, je suis assez sceptique là-dessus. Il y a bien un secret maçonnique, il y a plusieurs formes. Une de ces formes, c'est la volonté de détruire l'Église, la religion catholique et les religions dans leur ensemble pour instaurer une religion maçonnique universelle, mondiale, et détruire également le pouvoir du pape. J'évoque également dans ce secret les aspects qui permettent certains arrangements entre frères. Vous voyez, le démon n'est pas content de ce que je fais pour la gloire de Dieu. Donc, il y a 4 ans, j'ai été atteint d'un cancer. Le médecin qui me l'a diagnostiqué a été assez brutal. Il m'a dit, premièrement, c'est un cancer du sang. Deuxièmement, il est incurable. Ça veut dire, tu vas mourir. Et donc, comme j'ai une fille qui, à l'époque, allait passer son bac, et que je me préoccupe de son avenir, et puis j'ai une épouse aussi que je ne voulais pas laisser comme ça, sans lutter, eh bien, je lui ai posé la question de savoir combien de temps il me restait, et le médecin, de manière tout aussi brutale, m'a dit 6 mois à peu près. Bon, je suis toujours là. J'ai failli mourir lors de ma 2e hospitalisation d'une septicémie. J'ai passé X temps en réanimation, mais bon, je m'en suis sorti. Et ce cancer a eu pour conséquence la destruction de mes reins. Donc depuis 2019, j'étais dialysé. Et là, il y a 1 an, je suis allé prier sur la tombe d'un chanoine qui, lui, n'a pas demandé à mourir, bien qu'il fût atteint de la maladie de Charcot. Il est mort en remerciant Dieu pour tout ce que Dieu lui avait donné dans la vie. Et donc, cet homme-là, je l'ai peu connu, j'ai juste croisé son regard. Je peux vous dire qu'il s'est passé quelque chose. Donc je suis allé prier sur sa tombe, parce que j'ai assisté à ses funérailles, et puis quelques temps plus tard, je prie sur sa tombe. Et comme je suis persuadé qu'il a sa place à côté de Dieu, je lui ai demandé de faire quelque chose pour moi, et de demander à Dieu s'il pouvait arranger un peu la situation de mes reins. Et bien écoutez, 1 mois après, je vois mon néphrologue qui, au vu de mes analyses, me dit on peut arrêter la dialyse. Alors mon médecin généraliste, qui est de culture musulmane, mais il n'est pas pratiquant du tout, il est marié avec une Irlandaise, il va à l'église, j'espère qu'un jour il se convertira, et qu'il me demandera d'être son parrain. Et donc, c'est quelqu'un avec qui j'ai des liens d'amitié, et il me dit très sincèrement, je ne comprends pas, les reins, lorsqu'ils sont atteints à ce point-là, lorsqu'ils sont en insuffisance chronique et non pas aiguë, eh bien, ils ne repartent plus jamais. Voilà. Et il me dit, pour moi, c'est un miracle. Alors, je ne sais pas si je suis miraculé, saint ou autre. Ce que je pense, dans le fond de moi-même, très sincèrement, je pense que le bon Dieu a encore besoin que j'écrive pour lui.
et qui me rappellera le jour où j'aurai plus rien à dire. Alors c'est pour ça que j'écris beaucoup. J'ai un manuscrit en préparation. Voilà. Donc j'ai écrit également franc-maçonnerie et politique parce que c'est un sujet, j'en ai parlé avec mon éditeur, et donc ces 3 derniers livres sont publiés chez Artege. Artege, pourquoi? Parce que d'abord c'est un éditeur qui a un bureau à Paris, un bureau à Perpignan. Pour moi c'est très pratique. Et puis on s'est rencontrés à l'abbaye de la Grâce, le directeur d'Artege, enfin l'un des 2 directeurs, et moi. Voilà, donc pour montrer à quel point la franc-maçonnerie peut être dangereuse, non seulement pour le salut de l'âme, mais également pour l'équilibre de la démocratie. J'en suis à un point, très sincèrement, je crois être profondément démocrate, dans le sens athénien du terme, non pas révolutionnaire, mais je pense que la population doit être prise en compte, mais je m'aperçois que soit la démocratie qu'on nous a vendue est un mensonge, soit c'est une réalité, mais elle est complètement bafouée par les gens qui sont actuellement au pouvoir, essentiellement par la franc-maçonnerie. Donc je montrerai pourquoi. Quelques citations pour commencer à parler de l'influence de la franc-maçonnerie. Pierre Simon, grand maître de la Grande Loge de France, j'allais dire Dieu et son âme, je l'espère, parce que si cet homme-là s'est repenti d'avoir notamment aidé l'euthanasie et qu'il s'est repenti sincèrement, j'espère que Dieu lui a gardé une place. En tout cas, moi je ne lui en veux pas personnellement. J'en profite pour dire que tout ce que je vais dire là ne concerne pas les francs-maçons en tant que personne. Ce sont des gens qui sont nos frères en humanité. Et en revanche, ce que je critique, c'est la doctrine et les mensonges de la franc-maçonnerie, dont n'ont pas conscience la plupart des francs-maçons, qui sont pour 90% ou 95% d'entre eux dans ce qu'on appelle les loges bleues, et qui ne savent pas du tout, qui ne discernent pas, parce qu'ils sont loin de la foi, les risques qu'ils prennent à suivre les rituels maçonniques. Donc Pierre Simon disait, ce que nous nous attachons à transformer, c'est la société, ce sont les frères de la Grande Loge de France, qui ont été à l'origine des transformations législatives, et le tout dernier qui vient d'être proposé au peuple français est le problème de l'euthanasie. Interview en 2001. D'accord? Donc on avait déjà proposé, et comme je vous l'ai dit, depuis 1978, de légaliser l'euthanasie. En fait, qu'est-ce qui se passe pour l'euthanasie? Pour faire court, dans le livre que j'ai publié chez Teki, je donne le facsimilé ce qu'on appelle une planche. Une planche, c'est un travail maçonnique écrit, exposé en loge, et qui participe de la vérité globale de la franc-maçonnerie. La vérité en franc-maçonnerie n'existe pas en dehors de chaque petite vérité de chaque franc-maçon initié, telle qu'il la conçoit. Donc c'est une espèce de synthèse finalement de toutes les opinions qui ferait la vérité. Vous voyez qu'on est dans le relativisme et on n'est pas du tout dans la vérité absolue, divine, immuable. D'ailleurs, Henri Caillavet, qui était un franc-maçon premier à avoir apporté un projet de loi pour l'euthanasie, disait « Il n'y a pas de morale à soubassement divin, la morale évolue ». Donc il confond l'élaboration des lois et la morale. La morale, elle est divine et elle est absolue. Le bien, c'est le bien, le mal est le mal. Ça n'est pas le cas en franc-maçonnerie. Pour parler du relativisme, pour mieux faire comprendre ce qu'est le relativisme, en fait, c'est considérer que toutes les choses se valent. Un exemple, nous avions une ministre de la Culture, j'ai oublié son nom, franco-libanaise, enfin peu importe, son nom n'est pas important, mais celle qui était juste avant Rachida Dati. Cette ministre de la Culture, un jour, a dit toutes les musiques se valent. Bon, c'est bien, c'est humain, c'est grand, c'est généreux, mais moi je dis que non. Je suis un petit peu musicien et beaucoup mélomane, voilà, je ne peux pas confondre et mettre sur le même plan le Requiem de Mozart et du rap. Je ne peux pas mettre sur le même plan un chanteur de rap qui éructe ce qu'il croit être des rimes poétiques, avec par exemple Aïda Garifulina, où elle en chercher même au sommet la Calas. Voilà, toutes les musiques ne se valent pas. Il y a des gens qui feraient mieux de rester dans leur salle de bain pour faire pousser la chansonnette. Mais voilà, ça c'est le relativisme. Et tout est comme ça, y compris sur le plan spirituel, c'est-à-dire que eh bien, toutes les religions se valent. Voilà. C'est-à-dire celle qui va considérer que Dieu est un Dieu protéiforme, comme la franc-maçonnerie d'ailleurs, que Zeus et Dieu c'est la même chose, je parle du Diotrine, c'est la même chose.
Eh bien ça c'est le relativisme, et je pense qu'on ne peut pas être d'accord avec ça. Donc, on a également Fred Zeller. Fred Zeller, c'est un ancien grand maître du Grand Orient de France. L'influence de la franc-maçonnerie est peut-être plus importante encore sous la Troisième République. Elle se place à un autre niveau. Dans la Troisième République, c'est quand même le sommet. Il n'y a pas aujourd'hui d'association, de groupement, de syndicats dans lesquels les francs-maçons ne se trouvent et aux postes de responsabilité les plus éminents. J'ai d'autres citations. Un quart des commissaires seraient des frères. France ouvrière en est truffée, de même que la CFDT et la CGT. Le secteur mutualiste en est tout aussi friand, GMF, Caisse d'épargne, etc., Crédit Agricole. Autre terrain de prédilection, les entreprises publiques, France Télécom, La Poste. Les frères n'ont pas hésité non plus à investir les organismes patronaux, le MEDEF, les CGPME, en sont de véritables réserves. Certains secteurs, comme l'aéronautique, l'édition, surtout le BTP, sont particulièrement concernés. Alors pour le BTP, je peux vraiment vous le certifier, puisque j'ai été architecte. Et deuxième citation, les maçons ont colonisé l'État, affirme un haut fonctionnaire, la police, l'armée, l'éducation nationale, la poste, la préfectorale, la recherche, les dom-toms, la coopération, l'administration sociale, les entreprises nationalisées, etc. Et je peux vous dire, il en est de même pour les collectivités territoriales, qui sont un véritable vivier également. Alors, ce qui est important, c'est qu'il y ait des francs-maçons un peu partout, moi, ça ne me gêne pas plus que ça. Chacun a droit à s'impliquer politiquement, professionnellement, etc., et porter les idées qui lui sont les plus intéressantes. Sauf que Fred Zeller, toujours lui, ex-maître du Grand Orient, alors Fred Zeller a été le secrétaire personnel de Trotsky, donc ça vous situe le personnage. Il nous dit, les francs-maçons de François Mitterrand ou de Jean-Jacques Servan-Schreiber, de Gaulle, de Pompidou et de Mesmer, vous voyez que droite-gauche, il y a des francs-maçons autour du gouvernement et autour du pouvoir. Les francs-maçons donc défendent au Parlement les positions prises par la franc-maçonnerie. En d'autres termes, nos frères parlementaires sont chargés de transporter jusqu'au Parlement les données élaborées au sein de nos ateliers. Alors, vous voyez, quand sur Wikipédia, on me traite de faire, enfin, on prétend que je fais de l'antimaçonnisme. Quand on me traite également de complotiste, tout ça, c'est pas moi qui le dis, quoi. J'en témoigne. C'est vrai que j'ai vécu ça dans les loges, mais des dignitaires parmi les plus hauts de la franc-maçonnerie en témoignent également. Une phrase d'un président de la fraternelle parlementaire dont on va parler. Si j'arrive à jouer mon rôle, des parlementaires de droite et de gauche voteront ensemble sur des sujets de société. Ne soyons pas étonnés que des lois comme le mariage pour tous aient été votées par des gens de gauche et des gens prétendument de droite. Pour l'Église, voilà ce que disait le Grand Orient. La franc-maçonnerie est la contre-église, le contre-catholicisme, l'église de l'hérésie. Et ensuite, il ajoute, alors tout ça c'est cité, c'est référencé sur des documents officiels du Grand Orient. Le catholicisme, nous autres francs-maçons devons poursuivre sa destruction définitive. Alors après on vous dira, oui mais ça dépend des obédiences. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui m'a parlé d'une personne qui a été franc-maçon et qui dit, mais ça dépend des obédiences, cette histoire d'incompatibilité. Faux et archi-faux. Cet homme-là, pour qui j'ai de l'estime, puisque je l'ai rencontré plusieurs fois dans des salons du livre, commet une erreur, et une erreur grave. Je démontrerai cela tout à l'heure. C'est le Vatican qui le dit, c'est pas moi. Moi, j'explique pourquoi on ne peut pas être franc-maçon et catholique, mais le Vatican le confirme, ou du moins le contraire, le Vatican le dit, et moi je le confirme. J'ai mis dans l'autre sens, parce qu'en fait, j'ai compris ça avant de savoir que l'Église condamnait la double appartenance. J'ai demandé à ce qu'on prie Marie, parce que voilà ce que disait Maria de Reyne, cofondatrice du droit humain, et qui était également une des fondatrices de la Société de Théosophie, qui est une des sociétés, spirituellement à l'origine de la franc-maçonnerie. Marie, désormais l'idéal de la femme dans le christianisme, est l'incarnation de la nullité, de l'effacement. Elle est la négation de tout ce qui constitue l'individualité supérieure, la volonté, la liberté, le caractère. On voit que cette personne, soit ne s'est pas informée sur ce que Marie a vécu, parce que du courage il en fallait pour accepter d'être la mère de Dieu, et pour savoir et pour suivre son fils jusqu'au chemin de croix. Alors c'est assez
particulier, j'allais dire amusant, non, ça ne m'amuse pas, même ça me perturbe. Cette citation, je l'ai trouvée en avril 2017, et je la donne systématiquement dans mes conférences. Et bien dernièrement, elle a été supprimée du site officiel du droit. Mais heureusement, j'ai gardé la copie d'écran, parce qu'autrement, on aurait dit que je suis complotiste, que je fais de l'antimaçonnisme. Alors, je vous disais tout à l'heure, voilà, il faut faire la différence entre l'erreur et celui qui professe cette erreur, parce que bien peu parmi les francs-maçons professent l'erreur en connaissance de cause. C'est-à-dire, je parle des dignitaires, des plus hauts dignitaires, qui savent très bien ce qu'il en est. En revanche, la plupart des francs-maçons sont ignorants de tout ce que je dis ici, ou du moins n'y adhèrent pas. Vous savez, moi je considère que la franc-maçonnerie est une des armes de Satan pour détruire l'ordre divin. Je le dis, mais je le démontre. Hein, c'est pas seulement, c'est pas un caprice de ma part. J'aimerais qu'il en soit autrement. Mais en fait, le démon agit en perturbant la capacité de raisonnement. Et je peux vous dire que j'ai observé chez beaucoup de francs-maçons des signes qui s'apparentent à une sorte d'emprise. Alors, pour le dire autrement, comment Satan ou Lucifer étant l'orgueil, Satan étant le mal, s'exprime dans les loges, et bien de manière très indirecte et de manière très implicite. On ne le voit pas venir. Il ne dit pas... Alors, il y a un auteur espagnol qui est un spécialiste de la franc-maçonnerie qui écrit, et je reprends cette citation à mon compte, je suis tout à fait d'accord avec lui, Satan n'a pas besoin qu'on lui rende un culte. Il lui suffit de nous éloigner du Christ. Or, dans la franc-maçonnerie, Jésus est considéré comme un prophète, et non pas comme Dieu, fils de Dieu. Alors si un jour vous commencez à croire que Jésus est un prophète, vous vous êtes éloigné de Dieu. Et là, vous êtes dans les mains de Satan. Il y a deux catégories d'obédience, les obédiences déistes et les obédiences laïques. Voilà ce que dit une obédience déiste, je dirais le parangon de l'obédience déiste, qu'est la GLNF en France, la Grande Loge Nationale Française. C'est le grand maître qui le dit et qui l'écrit sur le site également. Tout ce que je vous dis là, ce sont des citations que l'on peut retrouver et que je peux même vous communiquer, je peux vous communiquer les références. Entre les éléments de notre règle, la croyance non dogmatique en Dieu, grand architecte de l'univers. Voilà la condition sans laquelle vous ne pouvez pas rentrer à la GLNF. Sauf que, moi j'analyse cette phrase et je dis d'abord que, au lieu de parler de foi, il parle de croyance. La croyance est une opinion, la foi est un don de Dieu, c'est saint Paul qui nous le dit. Et puis, la croyance, vous pouvez en changer. La foi, vous pouvez la perdre, mais normalement, elle vous prend complètement, et si vous la maintenez, elle est comme une petite lampe, elle ne s'éteint jamais. Et en plus, on vous dit non dogmatique. Alors c'est là où ça nous intéresse, parce que si je me mets à croire en Dieu de manière non dogmatique, eh bien je fais référence au grand architecte de l'univers, qui est quelque chose d'un peu informe, on ne sait pas ce que c'est une puissance, mais ce n'est pas le Dieu trine, et ce n'est pas non plus le Christ Jésus qui est mort sur la croix. Donc, de toute évidence, le grand architecte de l'univers, ça je le démontre dans mes livres, n'est pas le Dieu trine des chrétiens. Donc, danger pour les catholiques qui se laissent piéger par ces discours, parce que vous voyez que quand on analyse, on s'aperçoit du piège, on s'aperçoit du mensonge. Mais évidemment, si on est peu regardant, on dit, ah mais c'est bien, il faut croire en Dieu, je crois en Dieu, donc je peux aller comme membre de la GLNF. Les obédiences laïques, c'est un discours inverse. Alors en fait, considérant les conceptions métaphysiques comme étant du domaine exclusif de l'appréciation individuelle de ses membres, elles se refusent à toute affirmation dogmatique. Alors premièrement, ça veut dire que le sentiment religieux pour les obédiences laïques, par exemple le Grand Orient de France, eh bien c'est quelque chose qui est personnel, qu'on doit garder à la maison. Ça fait penser à cette laïcité, vous savez, très exclusive, qu'on connaît en France, où on ne doit pas manifester, surtout qu'on est chrétien, musulman ou juif, on ne doit surtout pas manifester, on ne doit pas le dire presque. Et surtout, si on est fonctionnaire, on n'a pas le droit de porter même une petite croix, parce que c'est mal vu. Donc déjà, je ne vois pas pourquoi on aurait honte, ou on ne pourrait pas le dire,
Jésus nous disait, lorsqu'on trouve un trésor, eh bien on ne le met pas sous le boisseau. Mais en plus, on se refuse à toute affirmation dogmatique, c'est-à-dire qu'on va chercher la vérité, ce qui est le but de la franc-maçonnerie, mais en dehors de tout dogme. Sauf que Jésus, dans Saint Jean, je crois que c'est 14,6, nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc, pour moi, la vérité, c'est Jésus. Donc, si je suis en dehors du dogme de l'incarnation, en dehors du dogme de la résurrection, eh bien, je ne peux pas travailler à marcher vers la vérité de Dieu. Alors, ces deux obédiences ont la même détestation de l'Église, bien que les francs-maçons souvent vous disent le contraire. Ils le disent souvent avec, comment dire, plus d'authenticité dans les obédiences déistes que dans les obédiences laïques. Mais les obédiences laïques, en fait, travaillent frontalement contre l'Église, dans des déclarations dans la presse. Prenons le mariage pour tous, c'est des déclarations qui étaient à la limite de l'ordure. Et les obédiences déistes, eux, par contre, c'est le cheval de Troie. C'est tu peux venir chez nous parce que tu crois en Dieu. Et d'ailleurs, nous ne voulons pas de mal à l'Église puisque nous croyons en Dieu. On voit bien qu'en fait, les deux chemins conduisent à l'apostasie, l'un directement, l'autre indirectement. Et bien entendu, il est interdit en loge de parler de religion. Alors, il y a beaucoup de légendes qui circulent sur la franc-maçonnerie, des origines templières, des origines à chercher dans un constructeur de cathédrales, voire des constructeurs de pyramides, tout ça est faux. La franc-maçonnerie, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est née en 1717 à Londres, et elle s'est développée très rapidement dans les 20 ou 30 années qui ont suivi dans la plupart des pays d'Europe. Et alors, il faut remarquer quand même une chose, c'est que dans tous les pays où la franc-maçonnerie s'est implantée, eh bien, il y a eu des révolutions, et la monarchie a été détruite. Sauf certains pays où la monarchie a accepté de composer avec la franc-maçonnerie. Oui, c'est ça. Voilà. Rapidement, il y a environ 160 000 francs-maçons en France, et le Grand Orient de France, la Grande Loge de France, sont les obédiences les plus importantes. Aujourd'hui, la Grande Loge nationale de France, 30 000 personnes, je n'ai pas mis à jour, mais elle s'est divisée en deux à la suite de reproches qui ont été faits à un grand maître de dilapider l'argent pour son compte personnel. Alors, retenez bien un chiffre, 160 000 francs-maçons, c'est à peu près 0,3% des Français adultes et à peu près 0,2% des Français en âge, 0,2-0,3% des Français en âge de voter. Sur l'incompatibilité, j'ai pas le temps de développer plus que ça parce que finalement j'écris tellement de livres qu'il faudrait que je fasse une conférence de 4 heures et puis après, à moitié endormi, vous ne me jetterez pas les chaises à la figure, mais vous en aurez bien envie. Et moi je ne sais pas si je tiendrai. Mais bon, on peut déjà voir qu'il est incompatible d'être catholique et franc-maçon rien qu'en regardant les fondements des rites maçonniques. Alors là j'ai mis les principaux, après il y a des rites qui sont un peu à la marge, mais de toute façon ils ont les mêmes fondements. J'ai une citation que je n'ai pas apportée ici, où il est dit que les rites maçonniques ne sont que différentes formes d'un même ésotérisme. Alors l'ésotérisme, qu'est-ce que c'est? L'ésotérisme est une doctrine qui considère que on peut aller vers la lumière, on va dire le salut, de manière individuelle, sans l'aide d'aucune religion, sauf celle de la franc-maçonnerie, mais par l'initiation. Voilà. Donc en fait, c'est un travail interne qui se fait et qui ne nécessite aucune grâce divine. La franc-maçonnerie considère en fait que le secret est à l'intérieur de nous. Alors, le rite écossais ancien et accepté, je le connais bien puisque c'est celui du droit humain, c'est celui de la Grande Loge de France aussi. Il est pratiqué par de nombreuses obédiences. Alors, il y a des obédiences qui pratiquent exclusivement le rite écossais ancien et accepté, et il y a des obédiences qui laissent le choix à leurs ateliers du rite qu'elles ont envie de pratiquer. Donc, les fondements de ce rite, qui est le plus pratiqué au monde, c'est l'hermétisme égyptien, le pythagorisme grec, l'alchimie islamique, la kabbale hébraïque,
le gnosticisme chrétien et la chevalerie templière. Le rite français est basé sur des emblèmes bibliques, mais la Bible n'est pas comprise comme la parole de Dieu, mais c'est une simple allégorie, c'est une légende. D'ailleurs, souvent dans les travaux maçonniques, comme le dit la légende, et il cite la Bible. L'alchimie islamique et la légende maçonnique. Alors la légende maçonnique, je la mets juste au rite français, mais en fait elle va irriguer tous les rites. La légende maçonnique, c'est le fameux assassinat de Hiram et le maître constructeur Hiram, qui est finalement, selon les termes même de certains travaux maçonniques, le pendant de Jésus-Christ. Voilà. Sauf que, je dis souvent, et là je le reprends dans mon prochain ouvrage, donc je vous en fais la confession, il y a une grande différence entre Hiram et Jésus. Jésus meurt sur la croix pour nous sauver et pour apporter la révélation à l'homme. Donc il apporte la lumière, il donne ça à tout le monde. Et il dit d'ailleurs, Père, je te remercie d'avoir caché cela aux savants et donné ça aux tout petits. Je crois que c'est dans Jean également. Hiram, c'est pas du tout ça. Hiram, lui, il a le secret des maîtres, il a le secret de la connaissance avec un C majuscule, mais il y a des compagnons qui veulent apprendre ce secret, mais ils ne sont pas encore maîtres. Alors lui, il refuse, évidemment, il dit non, vous n'êtes pas digne. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils le tuent. Alors, chacun met un coup, et puis finalement, il le tue. Alors c'est assez amusant parce que, troublant même, je dirais, parce qu'il y a un premier compagnon qui donne un coup sur l'épaule, il met un genou à terre, un autre compagnon lui met un autre coup sur l'épaule, il remet un deuxième genou à terre. Vous voyez déjà la ressemblance avec le Christ, mais Tertullien nous disait déjà dans l'Antiquité que le diable est le singe de Dieu. Hein. Puis le troisième coup, c'est en plein milieu du front, et là il meurt. Hein. Sauf que, ça c'est pour l'explication factuelle, mais d'un point de vue symbolique, eh bien, ce coup sur le front va ouvrir le troisième œil, le chakra du troisième œil, c'est-à-dire celui qui donne la connaissance. Et le maître, finalement, c'est celui qui a l'intuition, ou du moins la connaissance intuitive. Vous voyez comme quoi derrière les symboles, il y a des choses qui se cachent et qu'il faut les chercher très profond. Le rite écossais rectifié, alors c'est un rite qui passe pour être chrétien, c'est le sujet de mon prochain livre. Je dis que c'est une mystification complète. En fait, ce rite n'a de chrétien que l'apport du gnosticisme. Qu'est-ce que c'est que le gnosticisme? C'est un dévoiement de la parole du Christ, tout simplement. C'est-à-dire c'est un mensonge qui vient parasiter une vérité et qui se présente comme une vérité. C'est également croire, le gnosticisme, qu'on arrive au salut par soi-même et qu'il faut être initié pour cela, mais que l'initiation n'est réservée qu'à une petite élite. Vous voyez comme on est loin de l'universalisme de l'Église catholique et de la foi catholique. Mais le deuxième fondement, parce qu'on pourrait dire, bon, finalement, la tradition chrétienne initiale des pères de l'Église, ça peut nous plaire, hein, on peut peut-être chercher là-dedans, sauf que c'est de l'ésotérisme. On vous dit là-dedans, dans ce rite, que Jésus était un initié, qu'il a initié Jean. Or, l'enseignement du Christ est tout sauf ésotérique, il est, on peut dire, exotérique, c'est-à-dire qu'il ne cache rien, et il le dit d'ailleurs dans les évangiles. Et le deuxième fondement, c'est la doctrine ésotérique de Martinez de Pasquali, qui est un occultiste, un hermétiste, un magicien du XVIIIe siècle. Donc vous voyez qu'on est loin là aussi de la tradition chrétienne. Le rite émulation, c'est la tradition abrahamique, donc il n'y a pas de Nouveau Testament, mais seulement il y avait des symboles qui au départ étaient chrétiens, mais ils ont été supprimés au début du XIXe. Alors pourquoi il y avait des symboles chrétiens? J'ai une citation dans le livre Secret maçonnique qui provient du Suprême Conseil. Le Suprême Conseil, c'est un peu comme la Congrégation pour la doctrine de la foi chez les catholiques. Hein. Donc c'est vraiment un organisme qui a du poids et qui traite justement des questions de rituels maçonniques. Bien, ce Suprême Conseil nous dit, c'est écrit, hein, j'ai le document, pourquoi les ritualistes du XVIIIe siècle ont-ils fait référence à des emblèmes bibliques? Réponse, parce que la franc-maçonnerie devait se cacher derrière un masque rassurant. Voilà. Donc, vous voyez, la duplicité, elle est avouée. Le rite Memphis-Misraïm, c'est un des rites les plus magiques. C'est surtout basé sur l'hermétisme de l'Égypte antique et la doctrine de Cagliostro, qui est lui aussi un magicien, un alchimiste du XVIIIe siècle. Alors c'est un rite qui est
magique. On échange des serments en échangeant le sang, etc. Enfin, c'est assez dur. Voilà. Donc, tous les rites maçonniques ont en commun le syncrétisme, le relativisme, l'hermétisme, l'occultisme, surtout l'ésotérisme et surtout le gnosticisme. Tout cela est condamné par l'Église catholique. Alors j'ai donné des références, on n'a pas le temps de... Vous avez ça dans mes livres. Hein. Et surtout, le gnosticisme est considéré comme une hérésie depuis le IIe siècle et Saint Irénée. Donc, si on doit retenir quelque chose de tout cela, c'est que tous les rites sont constitutifs d'une hérésie, que par ailleurs, la franc-maçonnerie est un gnosticisme. À partir de là, on ne peut pas être chrétien, notamment catholique, et franc-maçon. Alors, c'est une religion. Bon, je n'ai pas le temps de montrer, sinon je ne pourrais pas parler. Un des éléments de la croyance maçonnique, c'est la similitude entre le microcosme, c'est-à-dire l'homme, et le macrocosme, l'univers. Nous croyons que Dieu a créé l'homme à son image, mais il y a une différence de nature. Il n'y a pas de consubstantialité entre l'homme et Dieu. Au contraire, la franc-maçonnerie considère que l'homme est une partie du tout, c'est-à-dire que l'infiniment petit que nous sommes, eh bien, est une partie de l'infiniment grand cosmique qu'on appelle le grand architecte de l'univers. Vous voyez, ce sont deux conceptions totalement différentes. On ne peut pas adhérer, en vertu de la tradition d'Aristote, hein, qui bannissait le principe de l'adoption des contraires. Une chose ne peut pas être égale à son contraire. Alors la franc-maçonnerie vous dit, il n'y a pas de dogme en franc-maçonnerie. Nous sommes adogmatiques, vous avez vu, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Eh bien, c'est faux. On a, je crois, au 28e degré, qui s'appelle Chevalier du Soleil. Donc, ils ont des noms comme ça. Hein. Évidemment, c'est ça le caractère luciférien. Hein. Le Chevalier du Soleil, quand vous êtes élevé au grade de Chevalier du Soleil, vous êtes quelqu'un. Donc, on vous apprend les 7 vérités gnostiques et on vous demande d'y adhérer. C'est-à-dire, si ça n'est pas l'adhésion à des dogmes, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, une de ces vérités gnostiques, il y en a 7, hein, je n'en donnerai qu'une de mémoire. Le mal et les calamités sont nécessaires à l'harmonie universelle. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? D'ailleurs, on trouve, je ne sais plus si c'est au 30e ou au 32e degré, deux choses. D'abord, on dit que à partir de ce moment, mais déjà au grade de maître, le franc-maçon définit ce qu'est le bien et le mal. On est chez Lucifer, là. Vous aurez la connaissance du bien et du mal. Et d'autre part, parfois il faut faire du bien pour faire du mal, parce que c'est nécessaire à l'harmonie, mais parfois on est obligé de faire du mal pour arriver à faire du bien. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez troublant. Moi je croyais naïvement qu'il fallait faire que le bien, et que Jésus était mort sur la croix justement par amour des hommes, et il n'avait pas répondu à Satan qui est l'essence même du mal, par le mal lui-même. Au contraire, il a répondu par l'amour, c'est-à-dire par le bien. Alors, au-delà de tout ce que je viens de dire, mais qui est largement développé dans tous mes livres, eh bien, il y a diverses condamnations papales depuis 1738. Hein, là, je passe sur le détail. Vous les trouverez dans mes ouvrages, où il y a un livre également édité chez Artege, Les papes et la franc-maçonnerie. Au XXe siècle, au XXIe siècle, confirmation. Le 26 novembre 1983, celui qui était le cardinal Ratzinger écrit, avec l'accord de Saint Jean-Paul II, les fidèles qui appartiennent aux associations maçonniques sont en état de péché grave, ils ne peuvent accéder à la Sainte Communion. Et alors, pour répondre à tout à l'heure le témoignage d'une personne qui me parlait de quelqu'un qui a été en franc-maçonnerie, qui dit oui mais ça dépend des obédiences. Non, ça ne dépend pas des obédiences, parce que le Vatican nous dit, là c'est pas la congrégation pour la doctrine de la foi, c'est le Vatican qui publie un éclaircissement sur le décret, une explicitation du décret, un an après, dans le journal officiel du Vatican qui s'appelle le Salvatore Romano. Malgré la différence qui peut subsister entre les obédiences maçonniques, en particulier dans leur attitude déclarée envers l'Église, le siège apostolique y constate certains principes communs qui appellent une appréciation identique de la part de toutes les autorités ecclésiastiques. C'est-à-dire que quelle que soit l'obédience considérée
déiste, laïque, ou peu importe, eh bien, peu importe le rituel utilisé, prétendument chrétien ou pas, eh bien, le Vatican nous dit on ne peut pas, pour des raisons fondamentales, des raisons essentielles de doctrine, être franc-maçon et catholique, parce que les deux doctrines sont complètement inverses l'une de l'autre. Et dernièrement, on a le dicaster pour la doctrine de la foi, en novembre 2023, l'appartenance active d'un fidèle à la franc-maçonnerie est interdite en raison de l'inconciliabilité entre la doctrine catholique et la franc-maçonnerie. Le pape François a approuvé cette déclaration. En novembre 2024, il faudra que j'agrandisse peut-être le texte, Église et franc-maçonnerie sont profondément incompatibles. On reprend l'hérésie maçonnique est une hérésie fondamentalement alignée sur l'hérésie arienne. Alors l'hérésie arienne, c'est la négation de la divinité du Christ dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous voyez, donc c'est tout récent. Hein. Alors le problème, c'est que la franc-maçonnerie, qui, dans ses discours officiels, à la télévision ou dans des émissions de radio, mais oui, on peut être compatible, on peut être franc-maçon et catholique, alors surtout si on est en obédience déiste, parce qu'il faut croire en Dieu, surtout si on est dans une obédience laïque, parce que finalement, on accepte tous les gens, croyants ou non-croyants. Eh bien, dans des documents connus de la franc-maçonnerie, eh bien, il y a des déclarations, j'en donne simplement une, ce sont des grands maîtres, hein, ce n'est pas le franc-maçon lambda, apprenti, compagnon ou maître, ce sont des dignitaires. Il n'y a pas de conciliation possible entre des principes aussi opposés. Il faudra bien que l'une ou l'autre civilisation, maçonnique ou catholique, disparaisse. Mais la franc-maçonnerie persiste dans des contre-vérités ou des mensonges. Vous avez par exemple le droit humain. Alors maintenant c'est un petit peu différent. Rapport à la religion, ils ont modifié parce que depuis que je fais des conférences, évidemment, ils en tiennent compte. Hein. Donc ils essayent de dire la même chose tout en changeant la forme. Hein. C'est un peu Emmanuel Macron, quoi. Avec tout le respect que je dois au président de la République, hein, mais on s'aperçoit quand même qu'il est réputé dire en même temps. Donc ils ont changé, mais ils disent à peu près la même chose. À propos de l'excommunication prononcée par l'Église catholique, il faut noter qu'aucune excommunication n'a été prononcée à ce jour. L'Église mentionne depuis 1981 qu'elle la réserve à ceux qui œuvrent contre elle. Sous-entendu, nous, non, on n'œuvre pas contre l'Église. Je peux vous dire, je n'ai pas le temps, mais je peux vous citer des témoignages de ce que j'ai entendu en loge. Hein. L'Église est raciste, l'Église est obscurantiste, etc. La litanie habituelle. Sauf que c'est normal que l'Église n'ait prononcé aucune excommunication depuis 1981, puisqu'en fait, depuis 1981, elle précise simplement que l'excommunication des fidèles qui sont entrés en franc-maçonnerie est automatique. Elle est dite latae sententiae, c'est-à-dire que dès lors qu'un fidèle entre en franc-maçonnerie, il s'est par lui-même exclu de l'Église. Et il ne peut plus participer au sacrement, il ne peut pas communier, il ne peut pas avoir l'extrême onction. Alors, le grand prieuré des Gaules, c'est pas mal aussi. Peut-on être chrétien et franc-maçon? Alors, c'est une obédience qui se dit chrétienne, voire christique. Ce sont les chevaliers du Christ. Peut-on être chrétien et franc-maçon? Oui, bien sûr. La maçonnerie du grand prieuré des Gaules, comme toute maçonnerie théiste, n'est donc pas concernée par ce nouvel article, l'article du Code de droit canonique qui a été modifié. Elle n'est donc pas concernée, alors là, c'est vraiment un bijou, même si la Congrégation pour la doctrine de la foi persiste à déclarer que les francs-maçons devaient être exclus de la communion. C'est un peu toute proportion gardée. Hein. Je ne dis pas que le grand prieuré des Gaules est assimilable aux nazis. C'est un peu comme si un dignitaire nazi disait « finalement, les juifs sont des braves types hein. ». Et les juifs ont dit que les nazis étaient antisémites, mais ils ont tort. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui ne va pas là. Je pense qu'on a au Vatican des esprits brillants qui ont analysé largement les documents maçonniques, parce que cette histoire de compatibilité en 1983, elle vient d'une demande de la GLNF, justement, et avec une bonne volonté, d'ailleurs, de part et d'autre. Hein. C'est l'étude de ces documents qui a permis de conclure à l'incompatibilité. Alors, sur l'influence luciférienne, je ne vais pas m'étendre très longtemps, voilà un croquis qui date, je crois, du 19e siècle, du signe du 18e degré des hauts grades, le grade de chevalier rose-croix. Observez les mains. Alors,
Alors évidemment, il s'agit d'un croquis. Le signe, vous savez, il y a des signes secrets pour se reconnaître. C'est fait avec une seule main, mais sur un dessin, évidemment, comme ça c'est figé, eh bien, ils ont fait les deux, droite et gauche. Mais alors c'est amusant parce que, voilà, on a aujourd'hui l'arcane 15 du tarot. Le tarot est très important en franc-maçonnerie, c'est un petit peu comme les vitraux des cathédrales. Les vitraux des cathédrales racontent les évangiles, racontent la Bible, la vie de Jésus. Eh bien, les tarots, ça raconte finalement l'ésotérisme de la franc-maçonnerie et des secrets initiatiques. On a exactement la même position des bras. Et remarquez une chose également, ce diable-là, il a des attributs masculins et féminins. Il a également les ailes du démon. Et on va retrouver, alors c'est l'arcane 15, c'est marqué, c'est le diable, je ne l'invente pas non plus. Et il fait le même geste, il a des attributs androgynes. Baphomet, dessiné par Eliphas Lévy, grand franc-maçon de haut niveau, magicien, etc., occultiste. On va avoir la lumière en haut, la lumière luciférienne, les ailes du démon, les attributs masculins et féminins. Pour masculin, bien entendu, il s'est contenté de les symboliser. Et on a le même geste, main vers le bas, vers le haut. Et c'est un geste qui signifie, alors c'est un geste hermétique, qui signifie ce qui est en haut comme ce qui est en bas. C'est-à-dire qu'il y a une équivalence entre Dieu et le diable. Ça, c'est une théorie maçonnique. C'est-à-dire que le Dieu du mal et le Dieu du bien sont équivalents en puissance. Sauf que Jésus nous dit, moi, c'est d'en haut que je suis, vous, c'est d'en bas que vous êtes. Et dans la tradition chrétienne, le haut, c'est Dieu, le bas, c'est le démon. D'ailleurs, le centre de la terre. On a Oswald Vir, qui est un auteur de doctrine, qui fait à peu près le même dessin. Alors ça, c'est dans un livre d'une édition originale que j'ai pu acquérir. On a Lucifer, là, toujours Satan avec les cornes, la lumière, le signe égyptien. Et alors, on pourra me dire, oui, mais bon, c'est une vue d'esprit. C'est pas parce qu'il y a le tarot du diable, etc., le geste, vous interprétez. Mais non, je n'interprète pas, parce que voilà, la statue de Baphomet est érigée par l'église de Satan. C'est le même. Avec le pentacle, on ne le voit pas bien ici, mais c'est-à-dire l'étoile maçonnique. Alors, il y a plus, c'est qu'on a le mot de passe et le mot sacré des maîtres. On vous dit à l'oreille parce qu'il ne faut pas que les autres entendent, enfin du moins que d'autres personnes extérieures puissent entendre. On vous dit Tubal-Caïn, moi bon, à chaque fois une oreille. Alors Tubal-Caïn, pour faire vite, je n'ai pas le temps de développer, mais pour faire vite, c'est le descendant de Caïn. Et Moabon, c'est fils du père. Donc, par ailleurs, la doctrine maçonnique vous dit que vous êtes la réincarnation d'Hiram quand vous devenez maître. Or, Hiram est un descendant de Tubal-Caïn. Donc, quand vous devenez maître, vous êtes fils d'Hiram, qui est lui-même descendant de Tubal-Caïn, lui-même descendant de Caïn, et vous êtes donc le fils du père. Qui est le père de Caïn, spirituellement, sinon Satan? Alors là aussi, on va me dire, mais non, mais là, tout ça, ce sont des interprétations théologiques, etc. Sauf que, voilà, la franc-maçonnerie, je n'ai pas le temps de développer non plus, là, glorifie secrètement le serpent et Lucifer. Pour faire court, grâce au serpent, eh bien, l'homme se libère de l'esclavage dans lequel Dieu l'a laissé. Et le serpent lui donne la connaissance que Dieu lui refuse. Voyez ? Vous voyez, l'influence luciférienne est une force sans laquelle la Terre n'aurait pu poursuivre son évolution. Albert Pike, franc-maçon du XIXe siècle, a dit à ce propos, pour les francs-maçons gnostiques, le Galdu, grand archiduc de l'univers, et Lucifer. Donc vous voyez que le dieu de la franc-maçonnerie, non seulement c'est un dieu qui n'est pas le dieu trine, mais en plus c'est le diable. Ils font l'éloge de la transgression. Un grand maître. Heureusement, un grand maître, c'est-à-dire le responsable d'une obédience, c'est-à-dire le pape, pour les catholiques, d'une obédience maçonnique. Heureusement que nous transgressons, notre vie, c'est de transgresser. Le maçon est un transgresseur. En mangeant le fruit défendu, l'homme acquiert alors sa plénitude. Le maçon est attaché à l'idée de la transgression. L'idée de la transgression est fondamentale. Vous voyez, je n'invente rien, j'interprète et puis ça se confirme. Bon, pour le secret, je vais passer rapidement. Il y a le secret des origines, donc on ne sait pas exactement d'où vient la franc-maçonnerie, enfin du moins il y a un nuage là-dessus,
Mais bon, tous les historiens de la franc-maçonnerie s'accordent à dire, les historiens sérieux, hein. C'est-à-dire que je parle par exemple de Roger Dachet, qui est président de l'Institut maçonnique de France, nous dit que la franc-maçonnerie est née en 1717, point barre. Voilà. Ensuite, il y a le secret commercial, c'est-à-dire que ça ressort du rituel du 12e degré, où on vous dit que le secret est un élément pour attirer par la curiosité les profanes. Alors le secret d'appartenance, il est interdit de dire que tel ou tel est franc-maçon ou franc-maçonne, on peut le dire soi-même, mais c'est déconseillé. Les signes secrets de reconnaissance, parfois on tombe sur des gens, moi je me souviens, passant à Antibes, dans une rue, j'ai travaillé à Antibes pendant 12 ans, dans une rue j'avais un petit insigne maçonnique très discret, que c'est pas les 3 points, c'est pas les quarts, le compas, c'est un petit signe qui ressemble un peu aux palmes académiques, c'est en fait c'est les feuilles d'acacia du maître, et j'entends bonjour mon frère, un gars que je ne connaissais pas, et le gars venait de Lyon en vacances, et puis voilà, on a été manger ensemble. Les secrets du rituel, il est interdit de dévoiler le rituel. Et il y a une magie secrète également, c'est-à-dire que là aussi je n'ai pas le temps de développer, mais je me propose d'écrire là-dessus un jour. Et l'objectif secret, la destruction de l'Église. Alors voilà, à l'initiation, on vous enlève le bandeau, vous avez la lumière, vous êtes ébloui, et puis vous avez un groupe de francs-maçons qui pointent des épées sur vous, et on vous dit voilà, que ces glaives soient à la fois le symbole de la sauvegarde, c'est-à-dire les francs-maçons viendront vous aider en cas de problème, de l'amour et du châtiment, parce que les traîtres sont sévèrement punis. Voilà, ça c'est rapidement le signe de l'apprenti. Je préfère avoir la gorge tranchée plutôt que de manquer à mon serment. Le compagnon, je préfère avoir le cœur arraché plutôt que de manquer à mon serment. Le signe du maître, je préfère être coupé en deux plutôt que de manquer à mon serment. Alors voilà ce que permet ce que l'appartenance. M. Benalla, dont on sait qu'il s'est très bien conduit, était membre de la GLNF. Et ça, personne n'en a parlé. Je l'ai su par des sources. Voilà. Celui qui a tué 80 jeunes gens en Norvège a fait partie de la franc-maçonnerie également. Mais évidemment, quand un prêtre chute, ou quand un fidèle chute, on dit, ah mais, et alors surtout si c'est un fidèle qui va suivre la messe en latin, qui est traditionnaliste, alors là, évidemment, c'est un obscurantiste, il a commis tel ou tel méfait. Mais par contre, quand c'est la franc-maçonnerie, on ne sait pas, puisqu'on ne sait pas qui est qui. Alors, la franc-maçonnerie et la politique, alors il faut savoir que la franc-maçonnerie est à l'origine de la Révolution française. Alors bien sûr, quand ça les arrange, ils disent, grâce à nous, il y a eu des révolutions, grâce à nous, le peuple s'est émancipé. Quand ça ne les arrange pas, par exemple, quand on parle de Robespierre, qui était franc-maçon, j'ai des sources là-dessus, non, Robespierre n'était pas franc-maçon, la terreur, c'est pas nous. Hein. Voilà. Eux, ce sont les bienfaiteurs de l'humanité, finalement. Ils ont guillotiné le roi, mais ce n'était pas eux. Alors, ça, c'est tiré d'un livre écrit par des francs-maçons, quand même. Hein. La Révolution française se caractérise par un mouvement de déchristianisation, comme en témoignent diverses tentatives d'imposer un culte révolutionnaire ou de l'être suprême, le fameux grand architecte de l'univers. Si Dieu amorce un recul, c'est souvent au profit d'un grand architecte de l'univers qui est un fort proche cousin. Donc, vous voyez, les francs-maçons qui reconnaissent que ce n'est pas le Dieu trine. Alors, ce qui est important, c'est que le Grand Orient, une ou deux décennies avant la Révolution, peut-être, ouais, je crois 20 ans ou 30 ans avant la Révolution, a posé les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie et qui constitue notre système en France. C'est-à-dire que le pouvoir n'est plus de droit divin, Dieu n'existe plus, et en revanche, le pouvoir est purement humain. Il y a une rotation en quelque sorte des gens qui détiennent le pouvoir et ils sont simplement élus. Donc on nous dit que ce système qui existe en franc-maçonnerie, alors je peux vous dire que ça c'est la théorie en franc-maçonnerie, hein, mais les élections c'est des coups de téléphone, tu peux voter pour un tel, et puis comme c'est souvent celui qui vous fait grimper, vous votez pour un tel. Parce que vous voulez avoir vous aussi votre part de la gloire maçonnique. Donc ce système a inspiré le modèle d'organisation de la République. Là aussi, c'est pas moi qui le dis, ce sont deux auteurs francs-maçons. Du siècle des Lumières à nos jours, en passant bien sûr par la Troisième République, la franc-maçonnerie a marqué l'histoire de notre pays. Alors, un historien, dont j'ai pas de raison de mettre en doute sa parole, nous dit « Il y eut à Francfort en 1785 une assemblée de francs-maçons. Dans cette réunion, le meurtre de Louis XVI, entre autres,
fut résolu. Le comte de Virieu, la franc-maçonnerie en fait a commencé par attirer des aristocrates et des gens de pouvoir, et elle n'a pas été voir le petit paysan du coin qui n'avait aucune possibilité d'agir sur le système. Le comte de Virieu revenait terrifié du congrès et déclarait quitter la secte. Il disait « La conspiration est si bien ourdie qu'il sera pour ainsi dire impossible à la monarchie et à l'Église d'y échapper. » La monarchie, on le constate, quant à l'Église, on voit dans quel état elle se trouve en France. L'établissement de la Deuxième République est la suite d'un complot des loges, selon l'expression de Jean Baillot, éminente personnalité maçonnique de la vie syndicale et politique, écrivain de la franc-maçonnerie. Sous la Troisième République, les travaux des convents. Le convent, c'est une assemblée générale de diverses obédiences, d'une obédience, donc comprenant les représentants de toutes les loges, et donc ces convents donnent lieu à des propositions de loi. Donc vous voyez que depuis la Troisième République, confirmation au XXe siècle par le franc-maçon que je vous citais tout à l'heure, Fred Zeller, rien n'a changé. Bon, là, ça j'en ai parlé. Voilà. Alors, un franc-maçon d'un haut niveau dit la laïcité. Alors, c'est un franc-maçon croyant. La laïcité prônée par les athées, et ceci est vrai pour ceux qui œuvrent en franc-maçonnerie, est un combat contre le Dieu et la religion. Ce n'est pas une laïcité pour le partage d'un espace commun, mais elle est tournée contre toutes les églises et le clergé. Donc un franc-maçon lui-même qui le dit. Un franc-maçon qui en plus a fait partie de diverses obédiences et pratiqué divers rites. C'est pas le premier venu non plus. La colonisation, alors ça c'est amusant, Jules Ferry. Il y a pour les races supérieures, c'est-à-dire nous, en l'occurrence, et en particulier les francs-maçons, un droit parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Merci pour les Africains et pour les Maghrébins. Ce sont des races inférieures. Alors c'est amusant parce que Napoléon, on veut le déboulonner parce qu'on le suppose raciste, mais jamais on déplace les plaques de Jules Ferry. Lui, il n'est pas raciste parce qu'il est franc-maçon. C'est un bienfaiteur de l'humanité, c'est bien connu. Alors en Afrique, évidemment, extension de la franc-maçonnerie dès qu'il y a la colonisation, mais les Noirs en sont exclus jusqu'à l'indépendance de ces pays-là. La plupart des dirigeants africains et des hauts fonctionnaires, des gens qui ont le pouvoir en Afrique, sont francs-maçons, la plupart du temps membres de la Grande Loge nationale française. Bon, ça, ce sont les apports, l'affaire des fiches, on va passer dessus, parce que je vois que le temps passe, et vous avez certainement des questions. Bon, sous la 4e République, on a vu la 3e, évidemment, c'est une république éminemment maçonnique. La 4e, on a 4 francs-maçons, Paul Ramadier. Alors, Paul Ramadier a créé la fraternelle parlementaire avec Henri Caillavet. Vous voyez, ces gens sont très démocrates. La fraternelle parlementaire, on va en parler, vous verrez à quel point c'est de la démocratie. Pierre Mendès France, c'est des réformes, Guy Mollet, etc. Sous la 5e République, des francs-maçons également. Giscard d'Estaing a voulu être initié, mais il ne l'a pas été parce qu'il a voulu être apprenti compagnon maître le même soir et que ça se passe à l'Élysée. Donc ils ont trouvé ça un peu fort et ils ont dit non, mais il faut un peu plus d'humilité pour rentrer en franc-maçonnerie. Enfin, ils appellent ça humilité, mais en fait, c'est plutôt avoir la capacité à se laisser un peu dominer par la loge, en quelque sorte. Mais bon, des lois maçonniques, avortement, regroupement familial des immigrés, qui ont été portés par la Grande Loge de France ou le Grand Orient, sont à Paris sous Giscard d'Estaing. Bon, il y a une présence importante de la franc-maçonnerie dans tous les gouvernements, de droite comme de gauche. En fait, si vous voulez, vous avez des loges qui ont des tendances à gauche et des loges qui ont des tendances à droite. Les loges qui ont des tendances à gauche, c'est bien connu, on le sait, ce sont les progressistes qui veulent changer. Alors, le côté exacerbé de la tendance gauchiste, c'est le Grand Orient de France, qui considère, c'est déjà un peu comme Mélenchon, il en a fait partie, je crois qu'il a été exclu parce que lui, il va vraiment trop loin. C'est quand même fort parce que pour qu'il exclue, parce qu'il vraiment il a dû aller trop loin. Mais ce sont des gens qui pensent qu'on doit continuer à guillotiner des aristocrates et des prêtres, que comme me disait notre ancien ministre de l'Éducation nationale, la révolution n'est pas terminée, donc il appartient à la franc-maçonnerie de continuer à œuvrer pour la liberté. Voilà, c'est amusant parce qu'on guillotine les gens dans la liberté, j'ai jamais trop compris, mais à ce sujet je comprends pas non plus que d'un côté, ceux qui sont partisans
de l'abolition de la peine de mort, eh bien, vont constitutionnaliser l'avortement, qui n'est rien d'autre que la suppression d'une vie. Bon, mais ça doit faire partie du en même temps de la franc-maçonnerie. Alors, bien entendu, on a beaucoup plus de gens francs-maçons dans les gouvernements de gauche, mais à droite aussi, parce qu'en fait, la droite maçonnique n'est pas une véritable droite, c'est pas une droite conservatrice. Je mets à part peut-être certains membres de la Grande Loge nationale française, mais l'obédience elle-même n'est pas conservatrice, ce sont des progressistes. Pourquoi? Parce qu'en fait, la franc-maçonnerie travaille à la mise en œuvre d'une utopie, ce sont des idéologues. Alors, les modes d'action politique de la franc-maçonnerie. Premièrement, il y a l'action individuelle, ça n'est pas critiquable, ni même encore moins condamnable, c'est-à-dire que chaque franc-maçon va pouvoir aller voter en son âme et conscience, mais il est quand même un petit peu imbibé de doctrine maçonnique, des droits de l'homme, etc. Voilà. Alors, entre autres, moi, les droits de l'homme, j'ai rien contre, hein. C'est bien qu'on respecte les gens, qu'on leur donne des droits, mais en fait, dans la vision maçonnique, les droits de l'homme, c'est les droits de l'homme contre les droits de Dieu. Hein. Voilà. Contre la référence à Dieu. En dehors de cette action-là, il y a des actions individuelles également, en participation à des syndicats, à des mouvements métapolitiques, on va dire. Ça n'est pas critiquable non plus, mais là aussi, évidemment, ce sont les idéaux maçonniques qui sont portés. Et alors, ensuite, il y a un troisième moyen, c'est ce qu'on appelle les questions à l'étude des loges. Alors, ces questions-là, elles sont annuelles. Il y a une question sur le symbolisme, on n'en parlera pas. C'est-à-dire, bon, par exemple, le chiffre 3, le chiffre 5, le meurtre d'Iram, vous voyez, tout ça, c'est du symbolisme maçonnique. Donc ça n'a pas d'intérêt en politique. Sauf que c'est là-dessus que vont s'appuyer les idéaux politiques de la franc-maçonnerie. Hein. Les idéaux politiques de la franc-maçonnerie sont imbibés par la doctrine maçonnique ésotérique. Et il y a une deuxième question qui est une question dite sociale. En fait, c'est une question politique. Par exemple, à partir de quand doit-on désobéir aux lois? La prison a-t-elle une utilité dans la société? Donc vous voyez, c'est du social, mais c'est du politique. Derrière la politique, il y a toujours de la philosophie sociale. Donc ces rapports donnent lieu à une synthèse au sein de la loge, une synthèse régionale, etc., une synthèse nationale, et ce rapport de synthèse nationale est remis ensuite au président de la République et au chef du gouvernement, et ainsi qu'à tout ministre qui en fait la demande. Elle agit également au niveau local depuis la décentralisation. Je n'ai pas connu de conseil municipal, de conseil intercommunal, ou départemental ou régional, où la franc-maçonnerie ne soit pas présente. Et bon, il se trouve quand même que ces institutions décentralisées produisent de la norme réglementaire. Alors, la fraternelle parlementaire, c'est le plus gros scandale. On en a parlé tout à l'heure. Henri Caillavet et le président du conseil de l'époque, M. Ramadier, ont créé cette fraternelle parlementaire. Alors, un ex-président nous dit que la fraternelle parlementaire n'est pas en lien avec la franc-maçonnerie, c'est la franc-maçonnerie. C'est un petit peu comme si le pape disait l'Église, c'est pas seulement l'Église, mais c'est surtout la parole de Dieu. Voilà. Donc il n'y a pas de raison de ne pas le croire. Il nous dit, ce président, si j'arrive à jouer mon rôle, les parlementaires de droite et de gauche voteront ensemble. Donc ça veut dire que lui, en tant que président, il va avoir des gens de droite, de gauche, du milieu, de là où il voudra, et il dira, ben, finalement, il faut voter cette loi. Parce que c'est une loi maçonnique, etc. Il va les convaincre. Il n'y a pas d'ordre qui soit donné, mais c'est une discussion. Et alors, le plus troublant, c'est que Henri Caillavet, un des deux cofondateurs de la fraternelle parlementaire, nous dit il va falloir construire un cheval de Troie. Donc, le cheval de Troie, si vous vous souvenez de l'histoire, c'est quelque chose qu'on fait rentrer par ruse à l'intérieur d'un organisme pour le miner de l'intérieur. Hein. J'ai fondé en 1947, vous voyez, ça fait quand même 80 ans, la fraternelle parlementaire. Et là, il l'avoue, l'idée était de pouvoir transformer en loi un certain nombre de nos idées. Ça veut dire que vous avez voté pour des gens qui sont députés, qui sont sénateurs, dont vous ignorez qu'ils sont francs-maçons, et surtout dont vous ignorez qu'ils vont se mettre d'accord avec les autres francs-maçons pour voter des lois maçonniques. Ça, c'est quand même fort. Hein. Pour une démocratie, ces gens-là sont les champions de la démocratie. Vous dites, nous, on est pour le gain de l'humanité, mais ils savent mieux que nous quel est le bien qu'il faut au peuple. Voilà. Alors, ce qui est troublant aussi, c'est que
plus de 35% des députés et sénateurs sont des francs-maçons appartenant à la fraternelle. Donc il y en a d'autres qui le sont, mais qui n'appartiennent pas à la fraternelle. Donc comme un rapide calcul minimaliste me fait dire qu'ils sont au moins 40%. Donc il y a au moins 315 des 900 parlementaires qui sont francs-maçons. Il ne faut pas s'étonner que les lois dites sociétales passent, comme on dit, comme une lettre à la poste. Par exemple, la proposition de loi, alors ça c'est en 2011, sur la légalisation de l'euthanasie, a été adoptée par la Commission des affaires sociales, elle a été refusée ensuite par le Sénat, pourrait bien être le produit de la remobilisation de la fraternelle. Vous voyez, il n'arrête jamais. Un président de fraternelle indique que souvent l'Élysée ou Matignon essaie de savoir ce que la fraternelle parlementaire va dire ou penser de tel et tel sujet. Évidemment, s'il balance un projet de loi que la fraternelle n'est pas d'accord, c'est sûr qu'il ne passera pas. Et un journaliste nous dit, en général, les maçons n'agissent qu'indirectement en sous-main. Mais il y en a un qui dit, un président de la fraternelle, mais finalement, on pourrait imaginer une intervention directe de la franc-maçonnerie. Quand on sait que la franc-maçonnerie est une religion, imaginez le pape disant, mais on pourrait imaginer une intervention directe de l'Église catholique au sein du Parlement, pour faire les lois. Les élections présidentielles, 2017-2022, alors déjà, bon je ne l'ai pas noté, mais en 2002 déjà, et moi j'étais en franc-maçonnerie à l'époque, lorsque Chirac s'est retrouvé en face de Jean-Marie Le Pen, eh bien la franc-maçonnerie a poussé à l'organisation de manifestations, et je peux vous dire que les mots gentils fusaient au sein des loges contre Jean-Marie Le Pen. Alors, je ne porte pas de jugement de valeur ni sur la franc-maçonnerie, ni sur Jean-Marie Le Pen à ce sujet, hein. Mais je dis simplement que pour une organisation qui se dit spiritualiste, c'est troublant d'intervenir à ce point en politique contre un parti qui joue le jeu de la démocratie. En 2017, une fraternelle, vous avez vu ce que c'est les fraternelles, hein, c'est des groupes secrets, hein, encore plus secrets que la franc-maçonnerie, qu'ils ont appelé Camille Desmoulins, a été créé par des francs-maçons qui sont devenus plus tard ministres, Castanet, Ferrand, Delevoye, pour soutenir la candidature de Macron. Et une autre citation, le chef de l'État dispose désormais de relais dans chaque obédience. Bon, des ministres francs-maçons, à l'époque, Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls, Christian Taubira, Jean-Yves Le Drian, Victorin Lurel, Michel Sapin, Jérôme Cahuzac. Michel Cahuzac, entre autres, il est tellement préoccupé par le bien-être de l'humanité qu'il ne fait pas ses comptes. Voilà. Voilà, ils sont nombreux. Édouard Philippe, il y en a également pas mal autour. Même Marlène Schiappa, qui ne dit pas, est franc-maçonne, puisque ça, je l'ai lu dans une indiscrétion. Et notre président. Alors notre président, moi, il ne le dit pas, hein, qu'il est franc-maçon. Mais moi, j'ai deux éléments de preuve. Alors bien sûr, ça vaut ce que ça vaut. Premier élément, Joël Magal, dit grand maître du Grand Orient démocratique d'Italie, il nous le dit. C'est comme si le préfet de la congrégation pour la foi disait ben, Serge Abad Gallardo, il est baptisé. Il doit avoir des archives, il doit savoir. Serge Moati dit l'intronisation de Macron devant la pyramide du Louvre est une sorte de rite initiatique. Et voilà ce que nous dit, il appartient à la super. Alors, les super loges, c'est la loge des dirigeants. Hein. Atlantis Aletheia. Et le Vatican a été alerté par l'influence effarante, le terme est donné, hein, de l'entourage d'Emmanuel Macron. Donc le nombre de francs-maçons autour de Macron est certainement bien plus important, au moins aussi important qu'à l'époque de Hollande, mais bien plus important sous le gouvernement dit de droite précédent. Alain Boer, ancien président, ancien grand maître du Grand Orient, le programme de François Mitterrand a été écrit au Grand Orient de France. Et il nous dit également la franc-maçonnerie est la religion, l'Église de la République. En 2017-2022, 7 obédiences ont expressément et publiquement voté contre Marine Le Pen. On a le droit d'être contre Marine Le Pen ou contre qui on voudra. Mais bon, ou bien on fait dans la spiritualité, ou bien on fait dans la politique. Or, ces loges-là, à part le Grand Orient de France, les autres, nient intervenir dans le domaine politique. Et Emmanuel Macron, un troisième point, mais là qui m'est personnel, dans une allocution, il commence par « Mesdames et messieurs », non,
pas mesdames et messieurs, pardon, si les personnes qui se reconnaissent dans mon projet, à l'époque il est candidat, en leurs grades et qualités, ils peuvent venir à En Marche. Voilà. En vos grades et qualités est une expression purement maçonnique. Alors, je vais terminer par les États-Unis. J'ai pas de preuves, je ne fais pas dans le complotisme, mais il y a quand même des choses troublantes. Kennedy nous dit « Le mot même de secret est inacceptable dans une société libre et ouverte. En tant que peuple, nous sommes par nature et historiquement opposés aux sociétés secrètes, aux serments secrets. » Il vise la franc-maçonnerie, où elle est très implantée aux États-Unis. C'est un laboratoire au XVIIIe siècle, les États-Unis. C'est le premier endroit où il n'y a pas de monarchie, où on va installer une république maçonnique. Car nous sommes confrontés tout autour du monde à une conspiration qui s'appuie sur des moyens occultes. Ceux qui pensent autrement ne sont pas les bienvenus, mais ils sont réduits au silence. C'est Kennedy qui le dit en 61, ça. Un sénateur républicain, il y a une force que nous appelons le gouvernement de l'ombre, l'État profond. Tous les présidents des États-Unis, alors je ne suis pas remonté jusqu'à Washington parce que ça faisait trop long pour l'exposer, mais en fait, tous les présidents, donc je les cite, sont tous francs-maçons, sauf Kennedy. Donc, il est catholique et pas membre de la franc-maçonnerie, sauf Donald Trump, qui n'a aucun lien. Et alors, ce qui est étrange, c'est qu'aucun de ceux-là n'a été assassiné ou mis de côté. Kennedy a été assassiné et Trump fait l'objet d'une opposition frontale violente. Donc voilà, et tous les autres sont francs-maçons, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de danger, pas de... voilà. Alors, sur la lutte contre l'Église, on me dira non, mais c'est faux, c'était avant, maintenant c'est terminé, voilà. Le chevalier Kadosh, lors de l'élévation à ce degré, du 30e degré, on lui remet un poignard. C'est le symbole du grade. Et il a pour mission de venger les Templiers. Mais on vous dit en plus, alors c'est troublant aussi, on n'est pas sûr que ce soit vrai l'histoire des Templiers, enfin je paraphrase, mais en fait on n'a pas à juger, mais on va les venger quand même. Et on va venger les Templiers en luttant contre Clément V et Philippe le Bel. Alors on dit tiens, c'est de l'histoire ancienne. Non, non, pas du tout, parce qu'en fait, moi j'ai un commentaire de cette élévation où il est dit que le chevalier Kadosh frappe, il y a 3 crânes, un crâne sur lequel est posée la tiare papale, un crâne sur lequel est posée la couronne royale, le 3e il ne fait rien parce que c'est la couronne de laurier qui symbolise le grand maître des Templiers de l'époque. Et donc on nous dit finalement la tiare avec le crâne, symbole du pouvoir de l'Église, et la couronne, symbole également de la monarchie. Donc c'est bien les symboles et les institutions qui sont visées, et non pas le pape de l'époque, ni Philippe le Bel. Bon, il y a une magie secrète, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que ce n'est pas tout à fait l'objet. Voilà, ça c'est alors la chaîne d'union. Voilà, la chaîne d'union, je parle de magie secrète parce que je ne suis pas le seul à le dire, Maurice Caillé le disait, c'est un moment éminemment magique. Elle caractérise ce qu'on appelle l'égrégore. Alors les égrégores, c'est dans le livre d'Enoch, c'est un document apocryphe, mais les égrégores ne sont pas des gens très sympathiques. Ils enseignèrent la magie aux femmes. Voilà. Donc, et puis en plus de ça, elle permet la circulation d'une énergie qui vient du cosmos. On ne sait pas trop si elle est bonne ou mauvaise, à mon avis, elle n'est pas bonne, ça n'est pas l'Esprit Saint. Et vous voyez la position des bras, c'est une position qui est comme ça, avec, voilà, inversée. Il y a une main qui reçoit, une main qui donne ce fameux flux énergétique cosmique. Et on va voir voilà, le geste de Churchill avec le président des États-Unis de l'époque qui fait le geste de la chaîne d'union de la franc-maçonnerie. Dernière chose, quand je vous disais que la doctrine maçonnique est luciférienne, elle est même satanique, eh bien on le démontre puisque
l'initiation maçonnique est une négation de l'infusion de l'Esprit Saint par le sacrement du baptême. Le rituel d'initiation, c'est un extrait. Pourquoi ce profane demande-t-il à entrer en franc-maçonnerie? Ça, c'est un officier qui pose la question. Un autre officier répond, parce qu'il est libre et de bonne mœurs, qu'il est dans les ténèbres et cherche la lumière. Sauf que, quand vous êtes catholique, vous avez été baptisé, et le prêtre demande, pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du mal. Oui, je le rejette, ou le parrain dit oui, nous le rejetons. Et là, le prêtre dit, recevez la lumière du Christ, que cet enfant illuminé par le Christ avance dans la vie en enfant de la lumière et persévère dans la foi. Jésus lui-même nous dit, celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, il sera dans la lumière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous vous présentez à la porte de la loge en tant que catholique baptisé qui a reçu la lumière du Christ par l'Esprit Saint, vous n'êtes pas dans la lumière et vous êtes dans les ténèbres et vous avez besoin de la lumière maçonnique. Dernier point, c'est la dernière diapositive, mais ça je vous le dis comme ça à l'oral, je n'ai pas de diapo là-dessus. Lorsque la franc-maçonnerie caractérise le calendrier, elle ne parle pas du calendrier romain. Elle parle, pour dire le calendrier romain, l'ère vulgaire. Et nous sommes en 2024 de l'ère vulgaire. Et quand elle parle du temps maçonnique, elle dit nous sommes en 6024 de l'année de la vraie lumière. C'est-à-dire qu'elle fait référence à 4000 ans avant la naissance du Christ, c'est-à-dire la période à laquelle on construisait la tour de Babel. Vous voyez? Alors, il y a une chose, c'est que la tour de Babel, c'est une sorte d'hérésie destinée à vouloir monter aussi haut que Dieu, à égaler Dieu, mais surtout, ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas la vraie lumière. Parce que l'année de la vraie lumière, c'est pas l'an 0, où Jésus-Christ a vu le jour sur terre. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Bien entendu, c'est compliqué pour moi de faire en une heure le résumé, ou du moins l'explication de 6 ou 7 livres. Donc, je ne vous dis pas ça pour vous inciter à les acheter, ils sont très bien. Hein. Mais voilà, si vous voulez des détails, n'hésitez pas, selon votre goût, à vous orienter soit sur des aspects théologiques, soit sur des aspects politiques. Voilà, encore une fois, je vous remercie d'être venu et je souhaite que les églises soient aussi prêtes que Merci Serge de cet exposé précis, clair, documenté, qui nous ouvre les yeux, s'il le fallait, et il le fallait de toute façon. Et puis effectivement, lisons vos livres avec passion. Passons aux questions. Je vais passer dans la salle, je vois déjà des mains qui se lèvent. Pour que le maximum de personnes puissent poser des questions, je vous remercie d'avance de les faire courtes. Allez, madame. Est-ce que vous pourriez nous parler des femmes et de la franc-maçonnerie? Oui, bien sûr. Alors tout d'abord, la franc-maçonnerie était essentiellement masculine à l'époque, quand elle naît. Et puis en fin du 19e, alors il y a eu des loges d'adoption, c'est-à-dire que certaines femmes du milieu aristocratique ont été acceptées par les loges, mais il n'y avait pas de loge féminine ou mixte à l'époque. Et ces femmes étaient très peu nombreuses. Ensuite, vers la fin du 19e siècle, la première loge mixte au droit humain est née avec Maria de Rème et Georges Martin. Donc il y a des femmes et des hommes qui sont initiés. Et puis ensuite, je crois aux alentours des années 50, une loge spécifiquement féminine, la Grande Loge féminine de France, ou française, je ne sais plus, a été créée. Voilà. Alors effectivement, il y a des femmes qui sont francs-maçonnes. Au droit humain, c'est une obédience mixte, mais il y a un peu plus de femmes que d'hommes. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire de plus. Je crois qu'elles font aussi bien leur travail maçonnique que les hommes. Je sais que certains francs-maçons ont mal vécu l'arrivée, notamment au Grand Orient, de femmes à l'initiation au Grand Orient. Il y a eu des débats longtemps, il y a même des gens qui ont dit ah, mais si c'est comme ça, je quitte le Grand Orient. Voilà. Mais finalement, au Grand Orient, ils ont fait une réponse à la François Hollande ou à la Emmanuel Macron. Les loges décideront par elles-mêmes de recevoir ou pas des femmes. Donc il y a des votes
et la majorité l'emporte dans les loges pour accepter d'initier les femmes ou pas. Voilà. Mais, alors c'est vrai que le discours que j'ai entendu en franc-maçonnerie, ce sont des gens, des hommes hein, bien sûr, qui disaient on ne peut pas initier les femmes parce qu'en fait, ils font référence à la chevalerie, les épées, les serments. Ce que je peux vous dire, c'est que les initiations au Grand Orient ou à Memphis Misraïm, encore plus à Memphis Misraïm, sont bien plus dures que les initiations dans les loges d'Oïma et en particulier à la GLFF. Je ne sais pas si c'est la présence des femmes, mais il y a un côté moins violent dans l'initiation. Bonsoir monsieur, merci Bonsoir. beaucoup de votre exposé. Simplement une question, vous aviez dit tout à l'heure que nous sommes tous démocrates au sens non révolutionnaire du terme, mais puisque vous nous avez démontré pendant 1 heure que la République a été colonisée par la franc-maçonnerie, est-ce que le vrai problème n'est pas plutôt notre régime, et donc la République? Je crois qu'on pourrait écrire une thèse à partir de votre question. Je pense qu'on peut être républicain sans être fondamentalement démocrate au sens premier du terme. C'est-à-dire qu'on le voit aujourd'hui, le pouvoir est confisqué par une élite. Ça ressemble beaucoup à ce qui se passe en loge. C'est-à-dire qu'on vous dit la loge, finalement, ce sont ceux qui sont les plus initiés qui décident pour les autres. On ne vous dit pas comme ça, je paraphrase et j'exagère, mais c'est à peu près la vérité. Et quand je vois par exemple qu'une ex-ministre de l'Éducation nationale propose de limiter l'accès à Internet pour les adultes au motif qu'on regarde trop Internet, je me dis que ce n'est pas vraiment de la démocratie. Alors c'est vrai que les gens qui ont posé les bases de la Révolution et qui ont décidé de notre Constitution ont été très habiles. Là aussi, je pense que c'est très maçonnique, c'est-à-dire on dit une chose, mais en réalité, cette chose provoque le contraire de ce qu'on peut croire de manière un peu naïve. On a inventé le pouvoir législatif. On dit, mais finalement, les députés sont les représentants du peuple, et donc ils parlent au nom du peuple, et c'est le peuple qui commande. Mais après, on a inventé le pouvoir réglementaire. C'est-à-dire que lorsque un gouvernement décide, un gouvernement qui n'est pas élu, mais qui est simplement désigné par un président qui, lui, a été élu, mais ce gouvernement n'a aucune légitimité électorale au sens propre, eh bien ce gouvernement prend des décisions réglementaires qui nous contraignent. Par exemple, la limitation à 80 km/h de l'ancien Premier ministre et aujourd'hui maire du Havre. Donc, vous voyez, j'avoue franchement que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Si je tape dans un mur à 80 km/h ou à 90 km/h, je ne suis pas sûr qu'il y ait une grande différence. Voilà. Mais il y a une espèce de volonté de domination. Alors, je ne sais pas si c'est un retour à un pouvoir élitiste ou autre, mais c'est vrai que ce que je constate, moi, c'est que l'idéal qu'on nous a vendu, soit est un mensonge, soit est une réalité, mais qu'on a dévoyée. Et j'avoue que je n'ai pas encore fouillé le sujet suffisamment pour savoir où est la vérité à ce niveau-là. J'ai une intuition, voilà. J'ai l'impression qu'on nous a menti, parce qu'il me semble qu'en Suisse, par exemple, les choses marchent un petit peu mieux. Bonsoir, monsieur. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'influence franc-maçonnique au sein du Vatican? Mais non, pas tellement. Pas tellement. Mais je vais quand même vous faire quelques réflexions à ce sujet. Il y a eu un certain cardinal Bugnini qui manifestement était franc-maçon. On a trouvé des documents dans une serviette, dans un porte-document qui démontrait sa qualité de franc-maçon. Donc ça veut bien dire qu'il y a des cardinaux qui sont francs-maçons. Ce cardinal a été éloigné du Vatican par le pape à l'époque. Je crois qu'il a été nommé nonce apostolique au Moyen-Orient. La deuxième chose, c'est que je pense que s'il y a des cas similaires, ils sont extrêmement anecdotiques. Personnellement, je n'ai jamais rencontré de prêtre franc-maçon, mais il y a des exemples.
Il y a le curé d'Annecy, du diocèse d'Annecy, Pascal Vézin, qui est rentré au Grand Orient et qui a quitté l'Église pour rester franc-maçon. Donc je pense que cet homme-là, il avait un problème soit dans le fondement de sa foi, soit dans la compréhension de l'incompatibilité d'être franc-maçon et catholique. Voilà, lui, il estimait que l'Église se trompait. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans le raisonnement. Le troisième point, et je crois que c'est le plus important, il y a un exemple de pollution intellectuelle de la CIA vis-à-vis, je crois, de Staline. La CIA fait croire à Staline que son entourage proche était constitué pour une grande partie d'agents doubles qui travaillaient pour la CIA, qui sont tous partis au goulag. Donc, vous voyez, il ne faudrait pas qu'on fasse pareil avec nos cardinaux. Donc, je crois que, voilà, je ne dis pas que c'est pas grave, hein, je dis simplement que avec cette histoire de secret, c'est compliqué de savoir qui est qui, mais on a quand même des repères. Hein. Moi, je fais souvent référence à Léon XIII. Un bon arbre ne peut pas donner de bons fruits. Hein. C'est Jésus qui le disait, et repris par Léon XIII. Donc, si on a des cardinaux... oui, exactement. Voilà, un mauvais arbre ne peut pas donner de bons fruits, pardon. Si on a des cardinaux qui agissent contre le dogme, ou contre l'intérêt de l'Église, on peut se douter qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour conclure, il est vrai que la franc-maçonnerie œuvre depuis pas mal de décennies, parce que leur objectif est d'avoir le maximum d'ecclésiastiques, voire de cardinaux, de prélats, de princes de l'Église, qui soient en même temps francs-maçons. Et ça, c'est un véritable danger. Bonsoir monsieur, nous avons bien compris l'influence des francs-maçons sur l'influence satanique des francs-maçons sur la société. Vous avez évoqué assez rapidement la présence des francs-maçons au sein du BTP, et notamment on pense au compagnonnage. Est-ce que vous pouvez un peu développer justement le pourquoi en fait de cette présence au sein du BTP, au sein des... Alors dans le BTP, il y en a beaucoup. Pourquoi? Parce que souvent, le BTP fonctionne avec des marchés publics et des dévolutions d'argent public. Il y a des règles pour ça, et je peux témoigner, pour en avoir été victime, et j'ai perdu mon emploi à cause de ça, j'en ai la preuve ici, que les marchés publics sont souvent truqués et qu'on y trouve souvent des gens qui sont en franc-maçonnerie. Je dois avoir ici... Bon, c'est dans mon livre, je n'ai plus la plage, je ne veux pas vous faire perdre du temps. Dans mon dernier livre, un arrêt de cour d'appel de Montpellier qui, je le paraphrase, dit Monsieur Serge Abad-Gallardo a été nommé directeur général de l'office HLM de Narbonne, et il a dénoncé avec courage les malversations qu'on trouvait au sein des marchés publics. Et je peux vous dire, il y en avait pour 3 ou 4 millions d'euros, je crois. Et cette attitude lui a valu de se faire démissionner avec, alors je me crois que le juge dit, avec une attitude ou avec un comportement de la part de ses responsables supérieurs qui est très éloigné des intérêts publics. Voilà, donc j'ai perdu mon boulot à cause de ça. Et je peux vous dire que j'ai porté plainte pour harcèlement moral. C'était pas compliqué, vous savez, le harcèlement moral, ça marche généralement du supérieur vers l'inférieur. Hein. Et là, en l'occurrence, comme j'étais très haut dans la hiérarchie, les supérieurs, il n'y en avait pas beaucoup, il devait y en avoir 3 ou 4, eh bien, l'enquête a pris 9 ans. Donc, c'est pas mal, hein, alors que j'avais donné 120 pièces jointes où on voyait les noms des personnes. Hein. Donc, ils ont mis 9 ans pour savoir qui étaient ceux qui étaient l'auteur du harcèlement. J'ai eu la prudence de demander à mon avocat de solliciter une expertise psychologique. Donc 2 experts agréés ont conclu qu'effectivement j'avais été affecté psychologiquement par un phénomène de harcèlement moral. Donc il y a une réalité là-dessus. Et bien entendu, le juge n'a pas pu conclure autre chose. Et le juge dit
enfin du moins le juge d'instruction dit dans son ordonnance de non-lieu au bout de 9 ans, effectivement il y a eu un harcèlement moral, mais on ne sait pas qui sont les auteurs. On n'a pas pu trouver. Voilà. Donc 9 ans pour dire qu'ils ne savent pas qui est qui. Voilà. Donc dans le BTP, il y a des sommes très importantes. Il est assez facile de tricher. Je peux vous dire que je connais toutes les ficelles parce que je les ai démontées l'une à l'une avec des inspecteurs de police, des officiers de police. Après, sur le compagnonnage, il n'y a pas de lien entre les compagnons, je parle des compagnons du devoir par exemple, et la franc-maçonnerie. Si ce n'est que la franc-maçonnerie a emprunté aux compagnons du devoir un certain nombre de symboles et que les compagnons du devoir voient d'un assez mauvais œil la franc-maçonnerie. Voilà, il y a vraiment une antinomie entre les deux. Bien qu'un compagnon m'a avoué que certains compagnons rentrent en franc-maçonnerie pour avoir éventuellement des avantages professionnels. Mais en pratique, il n'y a pas de lien entre les deux. Oui, bonjour monsieur. Merci pour votre... je suis ici. Merci pour cette présentation. J'ai 2 questions. La première, je voudrais juste que vous répondiez oui ou non, ce sera très rapide. La seconde, un peu plus de détails. Est-ce que les Templiers sont, oui ou non, une société franc-maçonnique? Non. D'accord. Clairement non. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous pouvez nous parler des GAFAM, des propriétaires des GAFAM, ceux qui sont vus, et de la franc-maçonnerie? Non, Merci. malheureusement, je n'ai pas d'éléments là-dessus. Je suis désolé. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que, si je comprends bien, là, par rapport à la mondialisation en cours, qui vise à la disparition des nations via l'endettement, puisque le pouvoir a été pris par des financiers qui ont spéculé comme des malades, notamment avec les provisions pour retraite des classes moyennes occidentales. Donc cet endettement des nations, et si je vois votre slide sur Macron, Macron est en train de piller la France en l'endettant via... il ne fait que parachever ce qu'ont commencé ses prédécesseurs. Hein. Il y a eu des états d'urgence terroristes, toujours islamiques. Bon, il n'est pas sorti de derrière des fagots, hein, le terrorisme islamique. Oui. Après, vous avez l'état d'urgence sanitaire, l'état d'urgence climatique, l'état d'urgence vilain Poutine. Donc, quelle est la... Est-ce que vous pensez qu'il y a, au niveau international, la franc-maçonnerie joue un rôle dans toute cette mondialisation? Est-ce que ça va dans le sens de... Oui. En fait... La franc-maçonnerie joue un rôle et elle agit au plan international comme elle agit au plan national. C'est-à-dire que comment la franc-maçonnerie intervient dans le monde profane. C'est ça finalement la question, hein. Du moins derrière votre question. La franc-maçonnerie agit à travers de ce qu'on appelle des sociétés écrans. Par exemple, Pierre Simon, grand maître de la Grande Loge de France à l'époque, veut instaurer l'avortement. Alors la contraception puis l'avortement. Il explique dans un livre qu'on ne peut plus se procurer aujourd'hui, mais que j'ai, sa théorie qu'il appelle systémique, c'est-à-dire la théorie des dominos. Vous tapez sur un domino et tous les autres vont s'effondrer. Donc en fait, il y a un lien, finalement, il y a un système, et il faut savoir taper sur le bon domino pour modifier tout le système. Et donc, il explique qu'on commence par la contraception, on poursuit par l'avortement, et on finit par l'euthanasie. Donc, vous voyez, on y est, là, l'euthanasie. Donc, c'est pas du complotisme que de dire ça. Il le dit déjà en 1975, je crois, ou 70, un peu avant la loi. Et il crée, à cet effet, le planning familial. C'est-à-dire que le planning familial est une association paramaçonnique. Vous avez la même chose depuis quelques années, depuis même quelques décennies, avec la DMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, présidée par M. Romero, qui est franc-maçon. Et vous avez également l'association, il y a le terme République dedans, mais je ne sais plus, enfin c'est une association républicaine, une défense de la République, quelque chose comme ça, qui est également un vivier de francs-maçons et qui défend l'euthanasie. Donc finalement ces gens-là ne disent pas « nous francs-maçons pensons que », parce que ça fait partie... Ils seraient obligés d'expliquer pourquoi, en tant que franc-maçon, ils portent ce projet. Moi, je peux vous dire, en fait, c'est parce que l'initiation, et ça j'ai des citations là-dessus dans mes bouquins, hein, de dignitaires, l'initiation a pour objet de transformer l'homme en Dieu. Donc, dès lors que l'homme est Dieu, et monsieur, je crois que c'est Caillavet le disait, nous sommes aujourd'hui maîtres de notre naissance, avec l'avortement, avec la contraception, il faut que nous soyons maîtres de notre mort.
Voilà. Donc finalement, Dieu n'a plus rien à voir, c'est l'homme qui décide tout. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, les droits de l'homme, finalement, c'est des droits de l'homme contre Dieu. Et donc ces associations interviennent également au plan international, mais elles portent d'autres noms, l'ONU par exemple, qui est la suite de la Société des Nations, qui a été voulue par le président Wilson à l'époque, et un certain nombre de francs-maçons conseillers de ce président. Donc l'objectif de la franc-maçonnerie, on vous dit, le mondialisme c'est la paix, comme on nous avait dit l'Europe c'est la paix, la preuve que non. Hein. On a un président qui maintenant joue les battes en guerre. C'est un petit peu, moi j'ai pratiqué la boxe française à une époque, je ne sais pas si vous connaissez un peu la boxe anglaise. Bon, j'étais moniteur, j'étais pas mauvais dans mon domaine, mais je ne pourrais pas affronter Tyson. Voilà. Et là, la France contre la Russie, c'est un boxeur normal contre Tyson. Il ne tient pas un demi-round. Voilà. Et en plus, dans l'état où est notre armée actuellement, c'est pas pour rien que le général de Villiers a démissionné. Cet homme de devoir est parti parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Il ne voulait pas être complice de la déshérence que nous connaissons dans notre armée aujourd'hui. Alors, bien sûr, on sait bien qu'il y a un calcul derrière les déclarations de Macron qui ne va peut-être pas aller directement à la guerre. On ne sait jamais. Mais son calcul, c'est de resserrer les Français autour de lui pour exister, parce qu'il s'est pris, comme on dit, pour être trivial une veste au marché de l'agriculture. Donc qu'est-ce qu'il fait? Au moment où aujourd'hui on se fait égorger à chaque coin de rue en France, au moment où il y a des gens qui souffrent parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce que la vie est de plus en plus difficile, eh bien qu'est-ce qu'il fait? Il se plaint d'un côté que les naissances sont en chute libre en France, mais il va mettre l'avortement dans la Constitution, chercher l'erreur. Voilà. Et après, il nous dit qu'on va partir en guerre. Voilà. Donc, cet homme-là est incohérent. Ou alors, il est diaboliquement intelligent. Et je pencherais plutôt pour cette solution-là. Hein, et comme il a échoué sur tout, il essaye d'exister autrement. Et ça, c'est souvent, vous savez, la franc-maçonnerie est la reine de la duplicité. Vous avez une citation d'Albert Pike. Vous connaissez tous, j'imagine, le symbole du compas et de l'équerre, symbole maçonnique. On vous dit, en tant qu'apprenti, en tant que compagnon et en tant que maître, que ce sont des outils des constructeurs, que notre doctrine maçonnique est influencée par les secrets de construction des constructeurs de cathédrales, ce qui est une légende complète, mais on dit en fait ce sont des symboles. Le compas permet de tracer des angles droits parce qu'on est habile en géométrie, je peux vous en parler en tant qu'architecte. On peut faire des droites séquentes à angle droit avec un compas, pas besoin d'équerre. Mais comme on n'est pas habile en tant qu'apprenti et en tant que compagnon, eh bien il nous faut l'équerre pour vérifier. Et avec ces outils-là, on construit le temple, pierre par pierre, et on s'assure que les angles sont bien droits. Voilà à peu près le discours qui est tenu. Sauf que, dans les hauts grades, vous apprenez ce que dit Albert Pike. Premièrement, les symboles ne sont pas faits pour être compris par les francs-maçons, mais pour qu'ils pensent qu'ils les comprennent. Mais la réalité de leur effectivité n'est communiquée qu'au prince de la franc-maçonnerie. Alors, le prince, c'est le prince adepte, 28e degré. Donc, à ce degré-là, on vous dit, en fait, le compas et l'équerre sont des symboles du masculin et du féminin. Et on observe que dans les... Je suis un peu long dans ma réponse, mais j'ai pas le choix. Hein, on observe que la position du compas et de l'équerre vont varier, mais ils sont toujours ensemble. C'est-à-dire qu'ils sont indissolubles. Et en fait, c'est le masculin et le féminin réunis dans une seule et même nature. On est dans l'androgynie. Et ça, c'est confirmé par des textes maçonniques, entre guillemets spiritualistes, selon lesquels, alors vous allez voir comment ils tordent la Bible, ces gens-là. Dieu est androgyne. Pourquoi? Parce que Jésus nous dit « Je suis venu du Père ». Bon, en fait, on sait très bien que c'est de la spiritualité, puisqu'il est incarné dans Marie. Et de cet événement biblique, la franc-maçonnerie dit « Mais s'il est venu du Père, s'il est venu de Dieu, c'est que Dieu est un homme, pour eux, et donc il est androgyne, puisqu'il a créé Jésus-Christ, parce qu'il est androgyne. » Et donc, on a ça, par exemple, avec la théorie du genre. Je ne sais pas si Judith Butler est franc-maçonne, il me semblerait que oui. On voit dans la plupart, en Europe par exemple, on voit la promotion de la théorie du genre.
Alors, moi, je n'ai rien contre les gens qui sont homosexuels ou qui ont, comme on dit, une dysphorie de genre. Moi, ça ne me pose pas de problème. Ce qui me pose un problème, c'est que ça soit institué désormais comme une norme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai lu un article dans Le Monde un jour d'une journaliste qui disait « Je ne comprends pas aujourd'hui qu'on soit hétérosexuel ». Vous voyez où on en est, quoi. Et donc, le monde agit comme les organisations paramaçonniques. C'est-à-dire que, vous voyez, on passe, tout à l'heure je disais, les éléments politiques de la franc-maçonnerie sont fondés sur leurs croyances ésotériques. C'est exactement ça. Seulement, ils ne peuvent pas le dire. La crémation, c'est ça, je l'explique dans mon livre. La crémation, c'est un idéal maçonnique, ésotérique, mais on le fait passer comme un élément de nature à être hygiéniste, voilà. Or, bon, je démontre que la crémation est légalisée en 1887 et elle commence simplement à se pratiquer en France à partir des années 80, ce qui veut dire que ce n'est pas une demande sociale. Et tout est comme ça en franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie va modifier petit à petit, avec la théorie des dominos, l'opinion publique avec ces associations nationales ou internationales. Et l'objectif, effectivement, pour terminer sur votre question, c'est le mondialisme. Et, pardon, j'oublie une chose, cette idée du mondialisme vient déjà des Rose-Croix. C'est-à-dire, c'est un des... Alors, ils disent que non, mais c'est un des éléments qui est à l'origine de la philosophie maçonnique. C'est-à-dire que déjà en 1614 paraît un manifeste qui s'appelle Fama Fraternitatis des Rosicruciens, qui prévoit la suppression des nations, la disparition de l'Église et un gouvernement mondial. Bonsoir. Bonsoir. Y a-t-il une action de la franc-maçonnerie en direction des 15-20 ans? Pas vraiment. Pas vraiment, si ce n'est des actions ponctuelles comme, je crois que Najat Vallaud-Belkacem avait, je crois, ouvert ou présidé à la Bibliothèque de France, me semble-t-il, une exposition sur la franc-maçonnerie. Donc c'est vrai que ça permet à des lycéens de présenter la franc-maçonnerie sous son meilleur jour. Et bienfaiteur de l'humanité. Bienfaiteur de l'humanité, c'est un terme qu'on trouve dans les rituels. En fait, la franc-maçonnerie recrute rarement en dessous de 35-40 ans. Rarement. Ça arrive. Hein, il y a des gens qui sont entrés en franc-maçonnerie à l'âge de 20 ans, 21 ans. Mais en fait, le profil idéal, ben, c'est celui que j'avais. C'est-à-dire 34 ans, études supérieures, directeur d'un grand service important de l'urbanisme dans une ville, et en même temps en recherche, voilà. En recherche parce que loin de l'église. Donc ça c'est le profil idéal. Bien entendu, avec des moyens financiers corrects, parce que j'ai rarement trouvé des gens qui faisaient des ménages et qui étaient payés au SMIC en franc-maçonnerie. Bien, on va être obligé d'arrêter. Vous allez pouvoir parler avec M. Bagardo pour qu'on lui laisse le temps de dédicacer ses livres. Un grand merci à tous. Merci à Serge.